3 tonnes d'or déplacent silencieusement les certitudes économiques du Sahel. Alors que les marchés internationaux annonçaient un choc brutal, les premiers chiffres ont révélé un écart persistant entre alarmisme extérieur et stabilité intérieure mesurable, déroutant analystes, investisseurs et institutions régionales. Que signifie concrètement cette divergence pour vous aujourd'hui, à la lumière de la méthode défendue par Ibrahim Traoré ? Derrière une décision comptable apparemment technique, une bascule stratégique régionale se dessine déjà. Cette analyse propose un cadre précis pour comprendre pourquoi une décision administrative, perçue comme technique, peut reconfigurer un équilibre économique régional sans provoquer la rupture annoncée. Vous obtenez des clés claires pour lire chiffres, risques, décisions. L'enjeu est double. Éviter l'adhésion idéologique aveugle comme le rejet automatique des interventions étatiques, tout en évaluant ce que disent réellement les données observables. Dans le débat sahélien, les récits extérieurs privilégient souvent des scénarios rapides fondés sur des modèles importés et des calendriers financiers standardisés. Or, le terrain impose un rythme différent où la mesure précède l'interprétation et où la stabilité peut coexister avec une pression externe élevée. Ce déplacement méthodologique engage des conséquences concrètes pour les administrations, les entreprises locales et les ménages, car il redéfinit qui produit l'information, comment elle est vérifiée et à quel moment elle devient légitime. La méthode associée à Ibrahim Traoré ne promet pas une rupture spectaculaire. Elle promet une lecture plus rigoureuse des faits, capable de distinguer le choc redouté de l'ajustement réel. Mais si les chiffres contredisent les anticipations, que révèlent-ils exactement sur la trajectoire à venir ? Les chiffres ont démenti le scénario dominant plus vite que prévu. En 2025, la production aurifère déclarée au Mali atteint 67 tonnes, un niveau qui contredit les projections annonçant une contraction imminente après le durcissement des audits. Cette donnée n'a pas seulement surpris les marchés, elle a mis en évidence un décalage structurel entre modèles d'anticipation externe et dynamique opérationnelle réellement observée sur le terrain sahélien. À partir de ce point, le cadre d'analyse s'est fissuré. Les prévisions reposaient sur l'idée qu'une intervention administrative accrue provoquerait mécaniquement une chute des volumes et une désorganisation des chaînes minières. Or, les audits engagés n'ont pas interrompu la production. Ils ont surtout révélé des mécanismes longtemps tolérés, comme des exemptions fiscales étendues, des sous-déclarations récurrentes et des dispositifs de transfert de valeur peu transparents. Chaque correction a déplacé le centre de gravité du débat, de la peur de la rupture vers l'examen des faits mesurables. Ce basculement s'inscrit dans une séquence amorcée plutôt au Burkina Faso, lorsque Ibrahim Traoré a mis en avant une réforme comptable exigeant que les opérateurs rendent d'abord des comptes à l'État selon des formats définis localement. À l'époque, cette approche avait été jugée risquée, voire isolée. Pourtant, l'observation attentive des flux a montré une stabilisation progressive, invitant à une lecture moins idéologique de la souveraineté économique. Dans le contexte malien, la publication des volumes a agi comme un révélateur régional. Les administrations ont commencé à produire leurs propres données, réduisant la dépendance aux rapports fournis par les compagnies étrangères. Le débat a alors changé de nature. Il ne s'agissait plus de spéculer sur des chocs hypothétiques, mais de comparer des résultats vérifiés à des hypothèses contestées. Ainsi, l'épisode des 3 tonnes d'or est devenu un point d'entrée analytique plus large. Il montre comment une décision administrative, apparemment limitée, peut déclencher une chaîne causale où la mesure précède l'interprétation et où la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir un paramètre observable dans une trajectoire associée à la méthode portée par Ibrahim Traoré. Pour saisir la portée concrète du basculement, il faut quitter les tableaux macroéconomiques et observer ceux qui appliquent la règle au quotidien. Un premier repère est celui d'un inspecteur minier longtemps cantonné à des contrôles formels. Avant le renforcement des audits, son travail se limitait à vérifier des déclarations standardisées, rarement contestées. Avec l'arrivée d'un administrateur provisoire sur un site aurifère stratégique, sa mission a changé de nature. Chaque ligne comptable devenait une question opérationnelle, chaque incohérence un signal à traiter. La transition n'a pas été brutale. Les opérateurs
habitués à une surveillance distante, ont dû répondre à des demandes précises, documentées et continues. Pour l'inspecteur, l'enjeu n'était pas seulement technique. Il résidait dans la reconnaissance de son rôle. Le contrôle cessait d'être symbolique pour devenir un levier d'ajustement réel, capable d'influencer directement les pratiques déclaratives. Un second récit éclaire un autre versant de l'impact précoce. Le dirigeant d'une petite entreprise locale de maintenance industrielle décrit une évolution progressive de son activité. À mesure que certains prestataires étrangers réduisaient leur présence, les opérateurs ont sollicité des acteurs nationaux pour assurer la continuité des services. Cette ouverture a créé des opportunités inédites, accompagnées de nouvelles exigences, délais plus stricts, traçabilité renforcée, responsabilité contractuelle accrue. Ces trajectoires individuelles convergent vers un constat commun. Les premiers effets du changement doctrinal ne se manifestent pas dans les capitales financières, mais dans les gestes quotidiens de ceux qui contrôlent, produisent et maintiennent les opérations. C'est à ce niveau que la souveraineté cesse d'être abstraite. Retenons ceci. La règle transforme le terrain avant les marchés. La séquence s'ouvre par une activation discrète mais déterminante. Au Burkina Faso, une réforme comptable impose aux opérateurs miniers une obligation nouvelle. Rendre des comptes d'abord à l'État, selon des formats définis localement, avant toute validation extérieure. L'initiative n'est pas présentée comme une rupture idéologique, mais comme une mise à niveau méthodologique. Pourtant, dès son annonce, les marchés anticipent un choc rapide, désorganisation des chaînes, contraction des volumes, retrait d'acteurs internationaux. La méthode associée à Ibrahim Traoré est lue à travers ce prisme de rupture attendue. Sur le terrain, l'activation prend une autre forme. Les audits commencent, ciblés et progressifs. Les administrations examinent les clauses héritées d'accords anciens, exemptions fiscales étendues, déclarations répétitives, mécanismes de transfert de valeur peu lisibles. Chaque vérification déplace le débat d'un cran. La peur d'un effondrement immédiat cède la place à l'examen des écarts mesurables. Les opérations se poursuivent, sous surveillance accrue. Les salaires sont versés. Les sites continuent de produire. Rien ne s'arrête, mais tout est observé. Le climax intervient lorsque le Mali franchit un seuil symbolique. La nomination d'un administrateur provisoire sur un complexe aurifère majeur est perçue à l'extérieur comme un raid administratif annonciateur d'un choc imminent. À l'intérieur, l'acte est vécu comme une correction tardive d'un déséquilibre ancien. Les chaînes logistiques ne se rompent pas, elles se réorganisent. Certaines fonctions, auparavant externalisées, sont reprises localement. Les raffineries absorbent de nouvelles tâches. Le contraste entre discours alarmiste et continuité opérationnelle devient manifeste. C'est à ce moment que les données prennent le dessus. La confirmation de niveaux de production élevés agit comme un électrochoc analytique. Les scénarios fondés sur l'hypothèse d'un effondrement automatique ne correspondent plus aux faits observables. La méthode initiée à Ouagadougou apparaît alors non comme une singularité nationale, mais comme un protocole exportable. Ibrahim Traoré n'est plus seulement associé à une posture politique. Son approche est lue comme une séquence d'actes mesurables, reproductibles, cumulables. La phase de résonance s'installe avec la succession des audits. Chaque investigation révèle des mécanismes structurels longtemps tolérés sans provoquer la panique annoncée. Les administrations produisent leurs propres données, réduisant la dépendance aux rapports fournis par les opérateurs. Cette accumulation de corrections génère un effet de stabilisation progressive. Les marchés sont contraints d'ajuster leur modèle, confrontés à une réalité qui ne suit pas le scénario de rupture. Ainsi, la dynamique activation-climax-résonance dessine une trajectoire claire. Ce qui devait être un choc s'est transformé en ajustement méthodique. La doctrine sahélienne n'avance pas par proclamation, mais par enchaînement d'actes vérifiables. La maîtrise des chiffres redéfinit les rapports de force sans interrompre les flux essentiels. La bascule ne se lit pas dans un événement unique, mais dans la continuité d'une méthode qui, pas à pas, déplace les certitudes établies. Le point de départ de l'analyse repose sur un écart mesurable entre un baseline anticipé et un delta effectivement observé. Avant le durcissement des audits et des contrôles administratifs, le consensus externe
tablaient sur une baisse sensible de la production aurifère malienne, conséquence supposée d'une intervention étatique accrue. Les modèles prédictifs associaient contrôle renforcé et rupture opérationnelle. Or, les données collectées sur le terrain ont rapidement invalidé cette relation mécanique, ouvrant un espace d'analyse plus nuancé. Premier repère chiffré, central par sa portée. En 2025, le Mali déclare une production de 67 tonnes d'or. Ce volume se situe au-dessus des projections formulées avant l'intervention administrative. Il ne signale pas une expansion spectaculaire, mais une stabilité robuste dans un contexte jugé fragile par les marchés. En termes opérationnels, cela signifie que les chaînes d'extraction et de traitement ont absorbé la pression réglementaire sans rupture majeure. L'intensification des audits n'a pas interrompu la production. Elle a coexisté avec elle, contredisant l'hypothèse d'un effondrement automatique. Un second indicateur affine la lecture du delta. Comparé à la situation observée 2 ans plus tôt, la production aurifère montre une progression d'environ 12%. Cette hausse modérée, mais continue, ne relève pas d'un choc conjoncturel. Elle suggère un effet cumulatif des corrections administratives, clarification des flux, réduction des sous-déclarations et amélioration de la cohérence comptable. Le delta ne provient pas d'une extraction plus agressive, mais d'une meilleure captation de la valeur réellement produite. Autrement dit, la mesure s'est améliorée avant que la matière ne change. Un troisième repère concerne l'emploi, souvent absent des modèles purement financiers. Dans certaines zones directement liées aux activités minières, les observations locales font état d'une augmentation d'environ 15% de l'emploi minier en 2025. Cette évolution est significative, car elle intervient dans une phase où les anticipations prévoyaient un ralentissement. Elle reflète un déplacement progressif des contrats vers des prestataires nationaux appelés à remplacer certains acteurs étrangers en retrait. L'emploi agit ici comme un indicateur indirect de résilience. Lorsque les opérations se maintiennent et se réorganisent, les besoins en main-d'œuvre suivent. Pris isolément, aucun de ces chiffres ne suffirait à renverser un récit dominant. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. La stabilité des volumes, la progression mesurée sur 2 ans et la hausse de l'emploi convergent vers une même conclusion. Le durcissement administratif n'a pas produit la rupture redoutée. Il a plutôt réorienté la manière dont la valeur est déclarée, contrôlée et redistribuée. Ces données obligeant à revoir les cadres d'interprétation. Les modèles qui associaient automatiquement intervention étatique et effondrement productif se heurtent à une réalité plus graduelle. Dans ce contexte, l'approche promue au Burkina Faso et associée à Ibrahim Traoré apparaît moins comme une exception idéologique que comme une expérimentation empirique. Les chiffres ne racontent pas une success story simplifiée. Ils révèlent une mécanique lente, reproductible et fondée sur l'accumulation de delta vérifiables. C'est cette accumulation, plus que tout discours, qui redéfinit aujourd'hui la lecture économique du Sahel. Les critiques du modèle sahélien avancent d'abord un argument économique structuré. Selon eux, la récupération accrue de la valeur et la multiplication des audits fragiliseraient l'investissement à moyen terme. La logique est arithmétique. Moins de capitaux étrangers impliquerait moins de liquidités, donc une pression accrue sur des administrations déjà sollicitées. Les infrastructures minières exigent des financements lourds, une expertise continue et une logistique fiable. Dans cette lecture, le risque n'est pas idéologique, mais financier. Sans partenaires internationaux puissants, la soutenabilité du système serait menacée. Un second argument porte sur la vulnérabilité des chaînes de production. Les détracteurs estiment que la révision des contrats et le durcissement des contrôles peuvent provoquer une désorganisation progressive. Le retrait partiel d'opérateurs internationaux créerait des goulets d'étranglement logistiques, des tensions sur l'approvisionnement et un ralentissement des raffineries dépendantes de circuits extérieurs. À cela s'ajoute la crainte d'une incertitude administrative durable, peu compatible avec des engagements industriels de long terme. Ici encore, le danger évoqué n'est pas politique, mais cumulatif. Ces deux critiques reposent sur des hypothèses cohérentes et méritent d'être prises au sérieux. Pourtant, lorsqu'on les confronte aux données observées, une lecture plus nuancée s'impose.
Malgré les audits renforcés et les litiges fiscaux, la production aurifère malienne est restée autour de 67 tonnes en 2025. Les opérations ne se sont pas arrêtées, elles se sont adaptées. Les salaires ont continué d'être versés, les extractions maintenues et les raffineries locales ont progressivement assumé des fonctions auparavant externalisées. De plus, la progression d'environ 12% de la production sur 2 ans et la hausse de l'emploi dans certaines zones minières suggèrent que la transition ne s'est pas traduite par une contraction brutale. Les chaînes n'ont pas disparu, elles se sont reconfigurées. Cela ne signifie pas que les risques sont inexistants, mais qu'ils ne se sont pas matérialisés selon les scénarios les plus pessimistes. Ainsi, le débat gagne en précision, les arguments adverses conservent leur validité théorique, mais les faits observés indiquent une dynamique hybride. Dans cette configuration, l'approche associée à Ibrahim Traoré apparaît moins comme une rupture que comme une tentative de redéfinition des règles par la mesure et la vérification plutôt que par la confrontation. Un principe s'impose alors, la souveraineté ne se proclame pas, elle se vérifie. Cette phrase marque le point de bascule analytique. Jusqu'ici, le débat opposait des anticipations externes à des constats empiriques. À mi-parcours, une autre lecture s'impose. La transformation observée n'est pas principalement idéologique ou politique, elle est méthodologique. Ce qui change réellement, ce n'est pas d'abord le volume extrait, mais la manière dont la valeur est mesurée, validée et reconnue comme légitime par les acteurs eux-mêmes. Le révélateur a été la réaction du système face à la contrainte. Lorsque les audits se sont intensifiés, rien ne s'est figé. Les administrations ont appris à produire leurs propres données, les opérateurs à documenter davantage leurs pratiques, et les marchés à composer avec des chiffres qu'ils ne contrôlaient plus directement. Cette capacité d'absorption a montré que la doctrine sahélienne ne relevait pas d'une posture défensive, mais d'un protocole opérationnel. C'est ici que l'influence d'Ibrahim Traoré prend une dimension plus large. L'approche initiée au Burkina Faso ne cherchait pas la rupture frontale avec les règles existantes. Elle modifiait l'ordre des priorités. D'abord mesurer, ensuite négocier. D'abord vérifier, ensuite interpréter. Ce renversement discret a déplacé les rapports de force sans produire de choc visible. À ce stade, le cœur du changement apparaît clairement. La bascule ne réside ni dans une nationalisation spectaculaire, ni dans un retrait brutal des partenaires extérieurs. Elle se situe dans la normalisation d'un principe simple. Celui qui mesure détient un pouvoir réel. Pour les administrations nationales, le premier effet tangible est la reprise de contrôle sur l'information économique. Les audits renforcés ont mis au jour des sous-déclarations régulières et des clauses d'exemption héritées de cycles contractuels anciens. Chaque correction intégrée dans les bilans a accru la capacité de l'État à produire ses propres données plutôt qu'à dépendre de rapports fournis par les opérateurs. Cette autonomie informationnelle a modifié la posture institutionnelle. L'administration n'est plus un arbitre distant, mais un acteur économique doté d'outils mesurables dans une logique déjà expérimentée au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Du côté des entreprises, les effets sont différenciés. Les grands opérateurs internationaux ont dû s'adapter à des exigences documentaires plus strictes, parfois perçues comme contraignantes. Certains ont réduit leur exposition, d'autres ont réorganisé leur processus interne. En parallèle, des entreprises locales ont vu leur rôle s'élargir. Des contrats de maintenance, de transport ou de services auparavant externalisés ont été confiés à des acteurs nationaux. Cette ouverture n'a pas été sans contrepartie, délais contrôlés, traçabilité accrue, responsabilité contractuelle renforcée. Pour ces entreprises, la transition a signifié à la fois opportunité économique et montée en discipline opérationnelle. Pour les ménages vivant à proximité des sites miniers, l'impact s'est manifesté de manière plus immédiate. Contrairement aux craintes initiales, les opérations se sont maintenues et les revenus liés aux activités périphériques n'ont pas chuté. La continuité des salaires et la légère hausse de l'emploi observée dans certaines zones ont réduit l'incertitude quotidienne. Cette stabilité relative a nourri l'idée que le contrôle accru pouvait coexister avec une sécurité économique minimale.
Dans l'opinion publique, la réforme a ainsi gagné en crédibilité, non par des discours, mais par l'absence de rupture redoutée. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences dépassent le cadre national. Les résultats observés au Mali ont suscité un effet d'entraînement. D'autres États sahéliens ont engagé des révisions contractuelles et exigé une transparence accrue sur les volumes exportés. Les cadres de coopération existants ont commencé à intégrer des dimensions économiques, transformant des initiatives nationales en dynamiques collectives. Cette convergence n'a pas effacé les tensions, mais elle a créé une cohérence méthodologique nouvelle. Les décisions prises dans une capitale renforçaient désormais la position des autres, donnant à la méthode associée à Ibrahim Traoré une portée régionale. Ces 4 niveaux d'impact dessinent une même logique. La transition n'a pas produit de choc spectaculaire, mais une série d'ajustements concrets, perceptibles par des acteurs différents. C'est dans cette accumulation d'effets pratiques que la souveraineté cesse d'être abstraite pour devenir une réalité vécue, mesurée et discutée. Un premier scénario, dit de base, repose sur la continuité méthodique. Les États sahéliens poursuivent les audits et les révisions contractuelles sans accélération brutale. Les procédures se stabilisent, les opérateurs intègrent les exigences documentaires et les flux d'extraction demeurent relativement constants. Les administrations renforcent progressivement leur capacité interne, sans provoquer de rupture avec les partenaires extérieurs. Dans cette trajectoire, la souveraineté comptable devient une routine opérationnelle plutôt qu'un signal politique. L'enjeu principal est la discipline institutionnelle, maintenir la cohérence dans le temps malgré les pressions conjoncturelles. Un second scénario, plus optimiste, suppose une synchronisation accrue à l'échelle régionale. Les expériences maliennes, burkinabées et nigériennes convergent vers des standards communs. Les formats d'audit s'harmonisent, certaines données critiques sont partagées et les équipes techniques coopèrent davantage. Les cadres régionaux évoluent vers une coordination économique plus lisible. Cette cohérence méthodologique réduit l'incertitude structurelle et renforce la prévisibilité des règles. Dans ce contexte, des partenaires acceptent de s'engager selon ces normes plutôt que de les contourner. L'influence d'Ibrahim Traoré se lit alors comme un catalyseur, non par imposition, mais par diffusion d'une méthode. Un troisième scénario, plus tendu, ne peut être exclu. Il repose sur une résistance accrue de certains acteurs extérieurs, inquiets de la perte de contrôle informationnel, des pressions diplomatiques, des renégociations défavorables ou des signaux de désengagement partiel pourraient apparaître. Les administrations devraient alors gérer une double contrainte, poursuivre la réforme tout en absorbant des tensions externes. Le risque n'est pas un effondrement immédiat, mais un ralentissement lié à la dispersion des énergies institutionnelles. Ces 3 trajectoires ne sont pas des prédictions, elles servent de cadre de lecture. Une recommandation s'impose toutefois, mesurer avant d'agir. La capacité à produire, comparer et stabiliser les données conditionnera la marge d'adaptation des États sahéliens bien plus que toute déclaration politique. Pour une partie de la population sahélienne, l'effet le plus immédiat n'est ni strictement financier ni institutionnel. Il est psychologique. Pendant des décennies, l'idée dominante était que la valeur se décidait ailleurs, mesurée et validée hors du territoire. Le fait de voir des audits nationaux remplacer des rapports importés a modifié cette perception. La souveraineté devient observable, presque tangible, dans des gestes administratifs auparavant invisibles. Ce déplacement du regard transforme la relation entre citoyens et institutions en rendant les décisions plus lisibles et discutables. Chez les jeunes actifs, cette évolution prend une dimension plus concrète. Le renforcement des équipes de contrôle, la montée en importance des certifications et l'ouverture de formations spécialisées créent des perspectives professionnelles nouvelles. Le secteur minier, longtemps perçu comme fermé et dépendant d'expertise extérieure, commence à apparaître comme un espace où les compétences locales peuvent être reconnues. Cette transformation ne nourrit pas une euphorie immédiate, mais un réalisme prudent. Des trajectoires professionnelles deviennent envisageables sans rupture avec le pays. Les entreprises locales vivent ce changement
comme un apprentissage accéléré. L'accès à de nouveaux contrats s'accompagne d'exigences accrues en matière de qualité, de délai et de traçabilité. Pour certaines structures, la transition est exigeante, parfois inconfortable. Elle offre cependant une reconnaissance institutionnelle inédite. Être intégré dans la chaîne officielle de production confère une légitimité qui manquait auparavant et renforce la capacité à se projeter dans la durée. Du côté des diasporas, le regard évolue plus lentement, mais de manière perceptible. Là où dominait souvent la résignation, apparaît une curiosité attentive. Les décisions deviennent compréhensibles, les chiffres comparables, les trajectoires discutables. La confiance ne s'impose pas, elle se construit par accumulation de preuves, au rythme des données produites et partagées. La première étape consiste à consolider durablement les capacités internes de contrôle. Les administrations doivent s'appuyer sur des registres modernisés, des formats de déclaration standardisés et des outils capables de vérifier les volumes de manière régulière. L'objectif est précis, réduire l'écart entre chiffres déclarés par les opérateurs et données établies par l'État. Le critère de succès est mesurable avec une diminution progressive des anomalies comptables d'un cycle à l'autre. Cette logique prolonge une orientation déjà défendue par Ibrahim Traoré, qui place la maîtrise des données comme préalable à toute négociation crédible. La deuxième étape porte sur la formation et la montée en compétences. Un contrôle accru n'est soutenable que si les équipes disposent des savoir-faire techniques nécessaires. Cela implique de renforcer les filières universitaires et professionnelles liées à l'audit, à la certification et à l'analyse des flux miniers. L'indicateur clé n'est pas symbolique, il s'agit d'augmenter la part des inspections réalisées sans assistance extérieure, signe d'une autonomie opérationnelle réelle. La troisième étape vise la synchronisation régionale. Pour éviter une juxtaposition d'initiatives isolées, les États doivent aligner leur méthodologie, harmoniser les formats d'audit, partager certaines données critiques et constituer des équipes conjointes pour les inspections transfrontalières permet de réduire les divergences et d'accroître la prévisibilité. La cohérence devient alors un multiplicateur de force, transformant des politiques nationales en dynamique collective. Enfin, la transparence constitue la quatrième étape. La publication régulière des résultats d'audit, des renégociations contractuelles et des évolutions réglementaires consolide la confiance interne et limite l'arbitraire. Le succès se mesure par la régularité et la complétude de ces informations. À ce stade, la doctrine cesse d'être déclarative pour devenir un système vérifiable, discutable et perfectible. Lorsque l'on revient à l'image initiale, celle d'un inspecteur penché sur un registre devenu soudain décisif, le sens du basculement apparaît avec plus de netteté. Ce geste discret, longtemps relégué à l'arrière-plan des grandes décisions politiques, s'est transformé en point d'ancrage d'une mutation plus vaste. Chaque ligne vérifiée, chaque chiffre corrigé a contribué à déplacer un équilibre que beaucoup considéraient comme intangible. La transformation n'a pas pris la forme d'un discours spectaculaire, mais celle d'une pratique patiente, répétée et cumulative. Dans cette trajectoire, le rôle d'Ibrahim Traoré ne se lit pas comme celui d'un symbole héroïque, mais comme un repère méthodologique. En plaçant la comptabilité au centre de l'action publique, il a rappelé que la souveraineté ne commence ni par la confrontation, ni par la proclamation, mais par la capacité à mesurer ce qui est réellement produit. Cette intuition, d'abord expérimentée au Burkina Faso, a trouvé des échos au-delà de ses frontières, précisément parce qu'elle reposait sur des faits vérifiables. Le motif revient alors presque intact. Un bureau, des registres, une vérification minutieuse. Ce qui semblait anodin devient signifiant. La doctrine sahélienne ne s'est pas imposée par rupture, mais par précision. Et c'est peut-être là sa force la plus durable. Transformer un acte technique en levier de rééquilibrage réel. Au terme de cette trajectoire, une ligne de partage devient visible, sans opposer camp ou idéologie. Elle distingue deux manières d'observer le changement. D'un côté, une lecture fondée sur des anticipations rapides, des modèles importés et des réactions réflexes. De l'autre, une approche attentive aux pratiques concrètes, aux chiffres produits localement et aux ajustements progressifs. La transition sahélienne invite chacun à choisir sa grille d'analyse. Ce choix n'exige pas d'adhésion préalable.
Il suppose une posture. Observer les audits, comparer les données, suivre les effets sur les administrations, les entreprises et les ménages permet de dépasser les récits simplifiés. La souveraineté, dans ce cadre, n'est ni un slogan, ni une promesse abstraite. Elle devient un processus observable, discutable et perfectible. Le rôle du public est alors central. Questionner les chiffres, confronter les méthodes, examiner les limites du modèle participe à sa solidité autant qu'à sa remise en cause. Rien n'est figé, tout se mesure. Face à une souveraineté qui se construit par la méthode plutôt que par le discours, quelle lecture choisissez-vous d'adopter ?